Hello to you. Bienvenue les amis dans le 30e épisode de La Cloche. Oui, 30e épisode de La Cloche, en compagnie évidemment de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus. On est hello. Oh purée. Et bien sûr des pops de Ali de Catch Club. On t'emmerde. Ah bah super sympa, merci la vulgarité. On sent que elles apprennent des jolies choses dans la chambre de Ali. Pas que ça. Nous n'en dirons pas plus. Bienvenue Ali, bienvenue les pops, on tombe. Bienvenue à vous. Bonjour à tous et bienvenue à l'univers d'Ajus, à la cloche, à la 30e. C'est notre WrestleMania 30 ce soir pour vous, donc vendredi soir, comme d'habitude. Et ce soir, c'est un épisode où on va être entre deux pay-per-view. Tu étais à SummerSlam, tu seras au Royal Rumble 2016, qu'on attend avec impatience. Encore un épisode qui va être génialissime. Oh oui, avec, je l'annonce encore une fois, photo inédite. Certains, c'est vrai, dans les commentaires ont déjà une petite idée de qui se trouve à mes côtés sur la photo. Mais quand vous allez voir la photo, vous allez quand même un peu halluciner. Bon, je vous rassure, tout le monde est habillé, tout se passe bien, il n'y a pas de choses folles. Mais quand même, la photo et le contexte, soyez là pour le prochain numéro. Mais rassurez-vous, ce numéro-là également, gros numéro, 30e numéro, et puis de grandes choses se passent à la WWE. Tout à fait, car on enchaîne donc avec la dernière partie de l'année 2015, les 4 derniers mois de l'année, de SummerSlam, donc du mois d'août jusqu'à décembre, for life bien entendu. Et là, on va avoir plusieurs faits marquants, certains faits assez tristes. Il y en a un que je t'ai pas cité dans le résumé. Ah mince, oui, on va voir moi je fais le couillon à côté. Si tu t'en rappelles. Bah non. Mais j'annonce. On va passer directement donc sur les 4 prochains pay-per-view. Là, on se fait Night of Champions, Hell in a Cell, Survivor Series et TLC. On va surtout s'intéresser aux matchs les plus importants. Bien sûr. On commence directement avec Night of Champions. On en avait parlé lors du dernier épisode. À Night of Champions, Seth Rollins doit défendre 2 fois son titre. Une fois le titre des États-Unis face à John Cena, et directement après, le titre mondial, le titre WWE, face à Sting. Tes souvenirs de cette double rencontre ? Ah bah franchement, ça fait partie des pay-per-view secondaires dont je me souviens le plus. Parce que c'était vraiment une nuit qu'on attendait tous. Déjà de voir Sting combattre en dehors de WrestleMania, pas contre Triple H, pour le titre mondial. Est-ce que Sting aurait pu gagner le titre face à Seth Rollins ? Bon, je ne pense pas, on sait tous ce qui est arrivé et on l'évoquera dans un instant, mais c'est vrai que, et je pense que chez vous c'est pareil, ça fait partie des pay-per-view qu'on retient parce que c'était aussi, pas forcément unique, mais très exceptionnel de voir quelqu'un défendre 2 titres le même soir. On le verra avec Becky Lynch bien sûr plus tard, mais là, Seth Rollins, ce titre des États-Unis contre Cena, le titre mondial contre Sting, vraiment, et ça fait partie aussi des rares pay-per-view de ce genre dont j'ai un t-shirt. Alors, je ne l'ai pas ramené avec moi. Je sais que certains voudraient que je me remette en t-shirt, mais les excès du confinement font que je préfère cacher le plus possible sous une veste, une cravate et une chemise. Ali me voit enlever mes chemises ou mes t-shirts avant qu'on lance, et il peut témoigner... Batista Jus. Franchement, #Batista Jus. On est à ce niveau-là. D'accord. Bah écoutez, vous le voyez, c'est un très mauvais menteur. Il ment comme il respire. On le sait. Merci les pops. Donc oui, j'ai ce t-shirt avec cette double confrontation. Alors c'est pas un t-shirt facile à porter en communauté, en vie. Je vais pas faire mes courses avec, ou parce que voilà, il y a la tête de Sting, il y a la tête de Rollins, il y a la tête de Cena et la carte dans le dos. Mais en plus il est trop grand, même encore aujourd'hui vu que j'ai grossi. Donc je l'utilise beaucoup pour dormir la nuit, pour me sentir bien. Cocooning quoi le dimanche en regardant Stéphane Plaza comme certains et certaines d'entre vous. Donc non voilà, je m'en souviens et très bien de ce Clash of Champions, en tout cas de ces 2 matchs particulièrement. D'accord. On va quand même directement s'intéresser d'abord à ces 2 matchs parce que ce sont les plus importants. John Cena contre Seth Rollins. Seth Rollins qui perd le match après un AA, bien entendu, Attitude Adjustment, et derrière Seth Rollins qui veut quitter. Parce que, voilà, je me casse, non, les gars. Je rentre, les gars, j'ai pas le temps. J'en ai vu assez. Je viens d'affronter John Cena, quand même, je veux dire, c'est pas mal. Mais là, bien entendu, John Cena qui va le chercher, il le ramène dans le ring, il lui porte un 2e Attitude Adjustment, puis nous avons droit à l'entrée de Sting. J'ai envie de dire que bon, même si on savait que Seth Rollins allait sûrement conserver au moins un des 2 titres et sûrement le titre WWE, on voulait tous un petit peu y croire. Donc il y avait quand même un petit peu d'envie. Et on se dit pourquoi pas. Enfin, oui. je veux dire, ça peut se faire, ça peut être... Rollins peut perdre le titre contre Sting avec l'excuse qu'il s'est fait justement tabasser par John Cena à double reprise, qu'il a eu 2 matchs. Et ça peut être un début d'une belle histoire ensuite, la reconquête de Rollins.
même s'il est heel, comme on dit dans le monde du divertissement sportif, méchant, pour ceux qui ne comprendraient pas ce que signifie ce terme, ça peut être une histoire à raconter. La reconquête de Rollins, qui peut-être même sur ce chemin-là pourrait bien retrouver des fans et de la popularité. Donc, moi, de toute façon, je vous l'ai déjà dit dans la cloche, lorsque j'abordais ces pay-per-view qu'on commentait à l'époque, évidemment sur AB1 et AB3, puis AB Explore, je me mettais dans l'idée que tout pouvait arriver et que Sting pouvait devenir champion. Je pense que je m'étais déjà préparé et que j'avais certainement dans ma tête essayé de trouver des bonnes formulations au cas où Sting devenait champion du monde, parce que voilà, ça aurait été quelque chose d'exceptionnel après tant d'années. Certes, il a eu une belle carrière du côté de la TNA, mais on se souvient surtout de sa carrière WCW, en tout cas pour les anciens dont je fais partie. Le match est très intense, assez violent, les deux catcheurs se battent à l'extérieur du ring. À un moment, Seth Rollins fait passer Sting à travers l'une des tables des commentateurs, puis les deux catcheurs retournent dans le ring. Et là, il se passe donc ce fameux incident. Seth Rollins qui prend Sting en position de powerbomb, mais il va lui porter son fameux buckle bomb. Le powerbomb dans le turnbuckle, c'est-à-dire dans le coin de ring. Une prise qu'honnêtement Seth Rollins a déjà utilisée des dizaines, voire des centaines de fois durant sa carrière, Oui. sans jamais blesser personne auparavant. Mais là, malheureusement, c'est le drame. C'est le drame, oui, effectivement, il dit ça, on se croirait effectivement dans Groland avec Stéphane Marronnier. Oui, je ne sais pas comment, que dire d'autre, hein, si ce n'est qu'effectivement, on comprend pas tout de suite. On voit qu'il y a un petit problème. Il y a moi je l'appelle le running buckle bomb parce que c'est vrai qu'il part en courant. Hein, c'est aussi en référence dans les années 90, beaucoup utilisaient le running power bomb qui a plus ou moins été un petit peu banni après l'accident de D'Lo Brown sur Darren Drozdov sur un running power bomb. Mais D'Lo Brown à l'époque l'utilisait énormément et puis c'était une prise très populaire dans les années 90. Je pense que Rollins s'en est un peu inspiré pour ce running buckle bomb dans le coin. Et on voit que Sting reste un petit peu coincé et on sent qu'il veut continuer et on sent que Rollins aussi veut continuer, mais dans le même temps on sent que quelque chose ne va pas. Pour avoir connu le SummerSlam 96 où Kevin Owens, non, Owen Hart blesse Stone Cold Steve Austin, c'était un peu cette même sensation, même si à cette époque-là la blessure d'Austin paraissait beaucoup plus évidente. Oui. Parce qu'il était là comme un poisson hors de l'eau, sur le sol, en train de gésir, verbe qu'adore Monsieur Chéreau, hein, qui existe. Hein, si J, c'est du verbe gésir. Donc, il était en très mauvaise posture, évidemment, Stone Cold. Et là, c'est moins flagrant, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose, mais on n'imagine pas que ce soit aussi grave. Tout à fait. Comme tu l'as dit, on pourrait croire que c'est plus ou moins prévu, parce que Seth Rollins enchaîne assez rapidement. Dès qu'il porte le buckle bomb, Sting s'effondre. Et là, Seth Rollins le tire assez rapidement vers le ring. Il tente un tombé, Sting se dégage. Mais en même temps, pour ceux qui ont WWE Network, vous pouvez bien entendu revoir le pay-per-view. Regardez les mains de Sting. Sting n'arrête pas de faire comme ça. Il essaye de retrouver la sensation dans ses mains. Car il a eu, désolé pour le jeu de mots, mais il a eu un stinger, littéralement, en fait, sur ce choc. Il a eu, comme on dit, un espèce de foudroiement à travers son corps. C'est ce que les catcheurs décrivent souvent quand ils ont un gros choc comme ça. Et on découvrira, malheureusement, après le pay-per-view, qu'en fait, lors de ce mouvement, Sting s'est gravement blessé à la nuque, au cervical. Et ce match sera le dernier match de la carrière de Sting. Pour l'instant. Parce que c'est vrai qu'il semble, depuis quelques mois, lancer des indices. Enfin, des indices non, mais il semble sous-entendre qu'il pourrait peut-être revenir pour un match. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est simplement pour faire parler de lui et puis pour le plaisir, parce que évidemment ça doit lui faire plaisir de recevoir des messages de gens qui disent ah oui on aimerait bien, et c'est vrai qu'on aimerait bien parce que c'est toujours dommage de voir une superstar comme Sting dont on se dit que ça aurait pu être le début d'un second souffle dans sa carrière en fait, parce que certainement, il aurait perdu contre Rollins, mais après, il aurait peut-être pu avoir d'autres affrontements, d'autres rivalités. On aurait aimé, par exemple, voir Sting contre Wyatt. La famille Wyatt s'en prenant à Sting. Un Sting blessé, un Sting déchu, battu par Seth Rollins, et la famille Wyatt qui vient et... tu as toujours été un petit peu le gardien de la liberté, en quelque sorte, le vigilante, comme on disait aux États-Unis. Pourquoi ne voudrais-tu pas rejoindre la famille Wyatt? Enfin bref, il y a 1000 histoires à faire, et ça aurait pu être beau à vivre et à commenter et à regarder.
Et donc voilà, on est déçu que Sting s'arrête, en tout cas pour l'instant, là-dessus. Bon, en tout cas, Sting continue le match. Il Oui, se relève. Ce qui est toujours terrifiant, pour le coup. Il se relève, il arrive à continuer, à finir le match, qui dure au final une quinzaine de minutes. Mais c'est bien Seth Rollins qui remporte le match. Donc Seth Rollins finit la soirée avec au moins un titre, le titre WWE. On pourra mentionner 2 autres faits marquants durant ce show. D'abord, on a Kevin Owens qui enchaîne avec sa première rivalité pour un titre dans le roster principal. Match contre Ryback pour le titre intercontinental. Et Kevin Owens qui remporte le titre intercontinental. Kevin Owens s'avait très rapidement pris dans le roster principal. Il n'y a pas eu de phase d'adaptation ou quoi que ce soit, comme on le voit maintenant avec certains catcheurs qui passent de NXT à Raw par exemple. Oui, mais Kevin Owens, c'est quand même assez différent. Il faut être honnête, c'est... Comparé à d'autres superstars sortant de NXT, Kevin Owens était déjà extrêmement populaire dans le circuit indépendant. Non pas qu'il était connu du grand public, absolument pas, mais quand tu as fait la carrière qu'a fait Kevin Owens avant dans le circuit indépendant, je pense que tu as suffisamment d'expérience pour très rapidement trouver les petits trucs qui font que le grand public va t'apprécier. Et puis, c'est pas une mauvaise vanne ou c'est pas pour dévaluer Kevin Owens, mais physiquement, les Américains peuvent quand même, et moi aussi aujourd'hui, on peut se reconnaître en Kevin Owens. Non mais je veux dire, c'est pas le gars ultra musclé et tout, il a ce petit bide. À côté de ça, il est techniquement capable de faire des choses que beaucoup de mecs de son poids sont incapables de faire. Mais donc, il y a aussi, je pense, ce côté-là. Il a le caractère, il a l'expérience, et puis il a ce physique, pas forcément disgracieux, mais qui ne correspond pas au standard de la WWE, notamment face à Ryback. Ce qui fait que l'univers de la WWE peut se reconnaître en lui, s'identifier. Puis c'est l'un des meilleurs catcheurs quand même au micro, je trouve. C'est quelqu'un oui, il est complet. Oui, il c'est complet, tout faire. Mais quand tu sais divertir une foule de... Quand tu te retrouves dans une salle face parfois à 10 personnes, ça rend le boulot 10 fois plus facile quand tu te retrouves face à 10 000 personnes. Parce que c'est beaucoup plus dur d'avoir une réaction de 10 personnes, parce que 10 personnes... Arriver de faire des shows devant 10 personnes, au début, t'es terrifié parce qu'il y a que 10 personnes. Et que eux-mêmes sont terrifiés parce que dans un grand public, tu peux te lâcher, les gens vont pas trop te remarquer, mais quand t'as que 10 personnes, t'oses moins réagir parce que tu te dis que les 9 autres vont te juger. C'est clair. Alors que quand t'es à 10 000, tu sais très bien que les 9 999 autres ne vont pas te juger. Donc quand t'arrives à faire réagir 10 personnes, tu sais que tu vas arriver à faire réagir 10 000. L'autre fait marquant un autre changement de titre lors de ce show. Il s'agit de Charlotte qui est accompagnée par Becky Lynch et Paige, donc la team PCB, qui bat Nikki Bella pour devenir championne, donc Diva. À cette époque, bien entendu, c'est le titre WWE Divas Championship, mais c'est le premier titre de Charlotte dans le roster principal, qui en est déjà maintenant à une dizaine, si je ne dis pas de bêtises. Ah maintenant tu vas faire douter. Je crois qu'il compte désormais ses titres NXT avec, elle est à 12. Elle est à 12, ouais, donc... Et attends, je crois que tu vas aller plus loin, mais je voulais quand même reparler de ce Wyatt Family contre Jericho, Ambrose et Reigns. Oui. Si je ne me trompe pas, il y a un fan qui débarque. Exactement, il y a un fan qui intervient. Et on croit que c'est un mec connu. Enfin non, mais il est habillé comme le Shield. Apparemment, du coup, la sécurité n'intervient pas tout de suite pour l'arrêter. Oui. Et moi aussi, je me souviens en commentaire de ce moment de doute. C'est qui, c'est quoi, est-ce que c'est un vrai gars qui fait partie du show ou et en fait non. Ouais, pas du tout. Un fan qui a réussi. Bien entendu, on le répète, ne faites jamais ça, c'est la pire idée possible. Non, mais oui, on l'a déjà évoqué dans la cloche. La règle numéro 1, c'est de tabasser le mec. Ouais. Que vous soyez l'arbitre, le commentateur, l'un des catcheurs impliqués ou qui que ce soit faisant partie de l'organisation, le but du jeu, c'est de ne pas donner envie aux autres, donc de tabasser la personne et de la faire virer le plus vite possible. Faut dire que dans les années 90, c'était assez fréquent. Quand même, du temps de la WCW notamment, à la WWE un peu moins, peut-être que leur sécurité était mieux gérée, parce que Doug Dillinger, elle avait de CV, elle était un petit peu âgée, c'était le chef de la sécu de la WCW, mais c'était assez, il y a quand même quelques cas célèbres à la WWE, notamment Rob Van Dam, Eddie Guerrero, match de l'échelle. Bien sûr, quand il vient pousser l'échelle. Ça, c'est quand même l'un des trucs les plus cons à faire. Mais WWE, j'ai moins de... moi, j'ai fait une petite série justement sur ça, forcément, pour... Catch Club. Pour plaire aux gens. Sur Catch Club, vous avez 2-3 tops quand les fans attaquent des catcheurs. Et donc, vous avez les plus grands exemples, les exemples plus fréquents. Il y a un exemple dans les années 90, je crois que c'est lors d'une tournée en Europe, où un catcheur monte sur le ring pendant un match entre Triple H et Steve Austin. Il essaye de sauter sur Steve Austin, et là, t'as Triple H qui chope le mec par derrière et qui lui porte une German suplex dans le ring. Il le démonte, c'est voilà, mais parce que comme Christophe vient de l'expliquer,
C'est la règle. C'est la règle. Mais comme tu as dit, c'est à la WCW qu'il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup de fois où il y a la NWO dans le ring. Oui. Et du coup, Kevin Nash, il aime pas ça. Kevin Nash. Non, mais après, on voit aussi que Macho Man, qui plusieurs fois se fait avoir également. Scott Hall aussi. Scott Hall. Mais on voit souvent que les mecs, c'est là qu'on voit que nos superstars sont pas forcément des grands bagarreurs. Parce que je me souviens d'une vidéo, je crois, où c'est Scott Hall qui lance 3-4 droites à un mec et le mec reste debout. Donc c'est là où tu te dis, oh purée, je sais pas me battre en fait. Bon, même si Scott Hall, on sait qu'il a été bouncer en début de sa carrière et qu'il a eu des mésaventures avec la justice, mais voilà, bon les gars, c'est pas forcément des stars du MMA. Et est-ce que tu t'en rappelles, après on passera à autre chose, mais d'un moment, un fameux segment où Raven est dans le coin, lors d'un show WCW, quelqu'un vient par derrière, il lui tire les cheveux. Il lui tire les cheveux. Et Raven, il vend. Parce qu'il croit que c'est Steven Richards. Il sait pas trop qui c'est, il croit que c'est un catcheur, donc Raven se laisse tirer par les cheveux, mais honnêtement, je crois qu'il a pas trop le choix, hein. Et il se fait tirer un peu comme une merde par les cheveux à l'extérieur du ring, alors que Raven est en mode promo super dark dans le coin et tout, et en fait, c'était un fan qui était venu, qui l'avait bim bam boum. Donc, il avait bim bam boum. Exactement. Ça y est, il nous fait la célèbre TikTokeuse, là, je sais pas comment elle s'appelle, la meuf de Thibaut InShape, là. J'ai vu la Thibaut chose. Thibaut InShape, pardon, hein, Thibaut InShape, si tu nous regardes. Formidable. Comment? Non, on respecte Thibaut InShape. Bisous Thibaut InShape. Par rapport à ce match, c'est intéressant de rappeler que donc, pendant ces derniers mois de l'année 2015, la Wyatt Family est en rivalité avec Roman Reigns et Dean Ambrose. Lors de ce match, leur partenaire devait être une surprise. Donc c'est Chris Jericho qui est la surprise, et Chris Jericho leur fait perdre le match. Parce que Roman Reigns était à 2 doigts de remporter le match avec un spear, mais Jericho s'auto-tag, voilà, il rentre dans le match, et en fait, c'est l'erreur totale, et ça mène à la défaite du match. Je crois que c'est Braun Strowman au final qui le fait abandonner, avec son standing triangle choke, prise qui revient très à la mode cette année, car elle a été utilisée par Edge, tout à fait, contre Orton, contre Orton, et Jake Hager également qui l'utilise en finisher du côté de la AEW. Je me sers de l'eau, mesdames et messieurs, je remarque qu'après 30 épisodes, nous ne sommes toujours pas sponsorisés par une marque d'eau alsacienne. La Vadeviller, la Lisbeth, la Carola. Est-ce que c'est le catch qui vous effraie? C'est dommage parce que le catch rassemble clairement, j'ai l'impression, avec la cloche. Bah, le catch rassemble, c'est surtout les pop qui rassemblent. Eh oui, on est les meilleurs. Elles sont les meilleures. Et donc, pour rappel, je ne sais pas si tu te souviens de ce qui s'est passé à la fin de Night of Champions, Seth Rollins remporte le match, et là, on a Monsieur Money in the Bank, Sheamus qui débarque, car il veut encaisser sa mallette. Mais derrière, on a également le retour de Kane. Kane qui était absent depuis quelques semaines suite à une attaque de Brock Lesnar. Kane arrive sur le ring, il porte un chokeslam à Seth Rollins. Sheamus est tout content à côté, il se dit bon c'est parfait, je vais pouvoir encaisser. Mais non, bien entendu, Kane attaque également Sheamus. Derrière, ça mène au retour de Kane, sauf que le lendemain, là on a, Fire Kane, Mass Kane qui est là. Le lendemain à Raw, c'est Corporate Kane qui est de retour. Et Corporate Kane fait comme si de rien n'était, comme s'il n'était pas au courant de ce qu'avait fait le méchant Kane. Donc Seth Rollins, bien entendu, lui, il a peur. Il fait, ben non, moi je me rappelle pas de ce qui s'est passé hier. Mais derrière, bien entendu, ça va relancer la rivalité entre Kane et Seth Rollins, qui vont s'affronter à Hell in a Cell. Le lendemain également de Night of Champions, on a la fin du clan PCB. Tu avais dit toi-même que ce clan n'était pas forcément... Tous ces clans d'ailleurs qui avaient été créés en 2015 n'étaient pas forcément très naturels. Je pense que la WWE l'a rapidement senti. Et une fois que Charlotte est devenue championne, eh bien le lendemain, Paige effectue un heel turn où elle dit « Écoute Charlotte, toi de toute manière tu ne vaux rien. Tu es là uniquement grâce à ton père et tu es comme ton père. » Donc ça commence déjà il y a 5 ans. Ah, oui, ce que j'allais dire, c'est quelque chose qu'on n'entendra plus jamais. Qu'on entendra... Mais c'est comme pour Sida, qui a que 5 prises et compagnie, on l'aura entendu pendant presque 15 ans. Charlotte, je pense qu'on l'entendra toute sa carrière. Bien sûr. Enfin, pour l'instant, on ne l'entend plus puisqu'elle n'est plus là. Pour le plus grand plaisir de beaucoup d'ailleurs. Je suis assez surpris. Non, oui. Il fait le surpris aussi, mais non, sur les réseaux sociaux, beaucoup sont contents que Charlotte ne soit plus là. Et j'avais vu quelques commentaires de certaines personnes dans mes vidéos, c'est vrai qu'ils se plaignent un peu du fait qu'elle a tout le temps sa chance, blablabla. Après, moi, honnêtement, je trouve quand même que, elle le mérite. Je veux dire, il y a une part de travail... Ah, il y a une énorme part de travail. Bien sûr qu'elle est la fille du Nature Boy Ric Flair et qu'elle ne serait sans doute pas à 12 titres si elle n'était pas Charlotte Flair. Mais à côté de ça, il faut être honnête, quand elle est dans le ring et ou au micro, c'est rarement nul. Et d'ailleurs, on peut dire aujourd'hui la même chose, je trouve, d'ailleurs, de Bayley et Sasha Banks, qui nous ont vraiment raconté une très belle histoire ces dernières semaines et derniers mois. Elles se sont, je pense, révélées. Et
sans doute que l'absence de Charlotte leur a fait du bien parce que Mhm. la WWE a été obligée de les mettre en avant et elles ont su en profiter. Ah, moi j'ai jamais autant aimé Bailey que ces derniers mois depuis le Heel Turn. C'est vraiment la meilleure version de Bailey actuellement. Donc c'est la fin de Team PCB le lendemain à Raw. Paige qui fait cette promo où elle s'en prend à Charlotte, elle s'en prend également à Becky Lynch en disant écoute de toute manière toi tu ne sers à rien, tu ne vaux rien et tu ne deviendras jamais quoi que ce soit. Elle avait le nez Paige, hein, Ouais, vraiment c'est vrai. elle avait le nez. Et donc ça va nous mener à une rivalité lors des prochains mois entre Paige et Charlotte Flair pour le titre des Divas. La chose dont je t'ai pas parlé Je juste viens de avant, le tu viens de le voir. lire. Eh oui. J'avais quand même envie de te demander ton avis par rapport à ce Bah, décès qui est honnêtement l'un des décès les plus tristes de ces dernières années. Malheureusement, le 11 juin 2015, quelques semaines après Night of Champions, nous avons le décès de la légende Dusty Rhodes. On n'en a pas beaucoup parlé, je trouve, depuis... enfin, dans la cloche. On l'a cité, hein, je me souviens qu'on l'avait cité en parlant de Tom LaRufa parfois à des moments, en disant que c'était incroyable de se dire que Tom LaRufa a partagé tellement de moments avec une légende comme Dusty Rhodes, qu'honnêtement j'admire beaucoup, même si moi, par exemple, j'ai pas pu grandir avec. Quels sont, toi, tes souvenirs de Dusty Rhodes bah moi mes premiers souvenirs c'est en polka dots comme on dit en anglais, c'est-à-dire avec son costume À poids. à pois. Voilà, oui, j'allais chanter la chanson de Dorothée, rouge et jaune à petits pois, sauf que lui c'était noir et jaune à petits pois. Bah je ne le connaissais pas avant puisque moi j'ai grandi 100% avec la WWE, WWF évidemment à l'époque. Et Dusty Rhodes est arrivé à la fin des années 80. Il a eu une petite rivalité contre le Million Dollar Man Ted DiBiase qui vont les mener avec un match DiBiase et Virgil qui était le garde du corps de Ted DiBiase contre Dusty et Dustin Rhodes, donc futur Goldust qui pendant quelques mois va être à la WWE avant de retourner à la WCW et d'exploser un peu, enfin notamment sous le nom de Natural, mais je crois que c'était déjà le cas un peu avant, mais bon voilà. Euh, J'étais pas un grand fan à l'époque, même si j'adorais sa musique. Sa musique reste quand même mythique, à tel point qu'elle a été chantée dans l'un des segments les plus mémorables de cette année, le karaoké de SmackDown. Ah, avouez, vous l'avez déjà quasiment oublié, c'est que c'était pas si horrible que ça. Hein. Là, j'en reparle, ah oui, c'est vrai, il y a eu le karaoké, bah ouais. Mais j'avais entendu des Américains qui disaient, mais vous vous rendez compte, pour les jeunes d'aujourd'hui, ils chantent la musique de Dusty Rhodes qui a 40 ans, quasiment, enfin un peu moins, une trentaine d'années, mais pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai que ils doivent pas du tout savoir de quoi il s'agit, quoi. Hmm. Enfin bon. America Dream. Enfin bon, hein, je laisserai Naomi poursuivre la chanson. Pour l'anecdote, parce que tu citais ce match, donc 2 contre 2 DiBiase Virgil contre les Runnels. Pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, plus Virgil. Oui, son vrai nom, c'est... Non, il doit son... Alors attends. Oui, il doit son nom, Virgile, au fait que Dusty Rhodes, son vrai prénom, c'est Virgile. Exactement. Parce que Dusty Rhodes était le booker de la WCW un peu avant, lorsque Virgile a débarqué, et quelques années plus tard, lorsque Virgile arrivera à la WCW, ils auront l'intelligence de l'appeler Vincent, en référence bien sûr à Monsieur McMahon. Voilà, la boucle est bouclée. Yes. Très beau moment pour ceux qui n'ont jamais vu cet hommage à Raw, où donc bien entendu il sonne la cloche pour Dusty Rhodes, et derrière il lance son thème. Et là, naturellement, d'un coup, la foule commence à clapper, donc les superstars se mettent à clapper. La moitié des gens qui sont sur la scène sont en larmes, mais alors totalement. Encore une fois, c'est pour nous sommes WWE dans notre jeunesse, on le découvre. Il a rien de particulier. Je ne l'aimais pas particulièrement parce que je trouvais comment dire, je ne le voyais qu'à Superstar toutes les semaines et c'était contre des jobbers. Donc bon, c'était pas. Mais pour son poids, il était extrêmement dynamique. Il allait très très vite et pourtant il en était déjà plus ou moins en fin de carrière. Donc c'était pas le Dusty Rhodes qu'ont connu les fans de la NWA ou WCW un peu plus tôt. Et donc il faut se remettre dans le contexte voilà, il y avait Hulk Hogan, il y avait Macho Man, il y avait toutes ces superstars extrêmement musclées au physique très dessiné, puis t'as Dusty Rhodes qui arrive un peu gros avec un truc à poids, enfin c'est pas ça a pas vraiment de la gueule, mais sa musique d'entrée est exceptionnelle, il donne du rythme et c'est vrai qu'il dégageait un charisme incroyable. Et ensuite quand tu vois les archives, tu comprends, oui, charisme de ouf. Ouais. L'homme du peuple en fait, de common man comme dans la chanson, c'est l'homme de tous les jours que tu peux rencontrer, effectivement, fils de plombier, son of a plumber. Il
il représentait en fait le peuple, tout simplement. Et pendant une période, c'est vrai que c'était assez... il était le mec le plus populaire dans le monde du catch, quand il feudait contre les Four Horsemen notamment. Et ce qui est amusant aussi, c'est que Hakim de la WWE imitait Dusty Rhodes. Quand le One Man Gang est devenu Hakim, The African Dream, alors que, bon, bah, il était blanc, hein, mais il était le rêve africain, et ben en réalité, c'était une vanne sur Dusty Rhodes, The American Dream à la NWA. Et il parlait comme lui. Et c'est vrai que Dusty Rhodes avait cette intonation typiquement noire américaine, comme effectivement il avait les expressions noires américaines. Et la WWE s'est moquée de lui aussi dans ce cadre-là avec Hakim. Vous regardez un petit peu des interviews d'Hakim, la manière dont il s'exprime et dont il se mouvoie, il fait beaucoup de trucs comme ça à la Dusty Rhodes. C'était une moquerie aussi à l'encontre de Dusty Rhodes. Mais bref, Dusty Rhodes extrêmement talentueux, des matchs incroyables malgré son poids, la vitesse. Il tenait des 45 minutes, des 1 heure. Enfin, bon, voilà, je sais pas comment lui rendre hommage, avec tout le respect qu'on doit avoir pour lui, parce que c'est ça. C'était juste faut aller voir. Voilà, et vous comprendrez, tout simplement. Faut aller voir, regarder un petit peu des vidéos des années 80, des flairs contre Dusty, bien entendu, mais des promos aussi. Des promos de Dusty. La célèbre Hard Times, quand il explique que la vie est dure, mais la vie est dure, c'est de pas avoir son chèque à la fin du mois, la vie est dure, c'est de pas voir ses enfants. Où il ne parle pas de lui-même, en fait, il parle de toutes les classes populaires américaines. Un peu ce que j'imagine Otis et Tucker essayent de faire revivre aujourd'hui, quoi, avec les cols bleus, c'est-à-dire les ouvriers. On essaye de parler non pas aux cols blancs, hein, évidemment c'est à l'inverse des cols blancs, les gens qui sont des cadres ou qui travaillent dans les bureaux, mais plutôt aux ouvriers de tous les jours qui triment et qui travaillent dur à l'époque pour se payer une place pour aller voir Dusty Rhodes botter les fesses du Nature Boy Ric Flair qui était dans des costumes à $10 000 avec des chaussures et des costumes faits sur mesure, voilà. C'était ça en fait, hein. C'est ce qui a fait aussi la carrière de Ric Flair, c'est qu'il était opposé notamment à Dusty Rhodes qui était vraiment l'anti-Ric Flair. La guerre des classes parfaite. Oui. Parfaite. Donc la lutte des classes. La lutte pour des être classes. Un peu plus dans le côté. Petit hommage à Dusty. Il faut savoir également que le décès de Dusty a énormément influencé par la suite le départ de Cody, car apparemment, et Cody l'a expliqué lui-même, son père était le premier à lui dire quitte la WWE. Il lui disait quitte, va faire un petit peu tes classes autre part, tu auras encore plus de valeur derrière. Et donc, bien entendu, derrière, Cody a toujours dit qu'il est très triste que son père ne voit pas tout ce qu'il a accompli aujourd'hui. Et voilà. En tout cas, et juste pour terminer avec Dusty Rhodes, aussi ne pas oublier qu'en plus de ses talents de catch et de promo, il a été longtemps booker, organisateur à la NWA, WCW, connu tristement pour ses Dusty finishes, qui étaient des finishes volés en quelque sorte, où on faisait croire, par exemple, que le challenger allait battre Ric Flair, alors que les 4 épaules étaient au sol, et puis on retournait la décision soit le soir même, soit le lendemain. Enfin voilà, ça a été longtemps appelé les Dusty Finish, et ça a visiblement fait beaucoup de mal à la WCW et à la NWA, mais il a aussi été à l'origine, par exemple, des Wargames, de ces matchs, double match en cage sur 2 rings, pour la tournée, c'était les tournées Great American Bash, qui était aux États-Unis, ce qui était en France la tournée Ricard. On l'oublie un peu, mais en France aussi, on avait les tournées d'été de catch, où les catcheurs, avec la marque Ricard, la marque d'alcool très célèbre, tournaient tout l'été sur les plages et tout ça, et c'était extrêmement populaire. Et aux États-Unis, c'était la tournée Great American Bash. Et dans le cadre de cette tournée, Dusty Rhodes a eu cette idée, 2 rings, une double cage au-dessus de ces 2 rings. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était tous les soirs. Il y avait un Wargames par soir. Et on a retenu évidemment ceux qui étaient dans les pay-per-view, parce que ces Wargames dont je vous parle n'étaient pas filmés, mais à l'époque c'était tous les soirs. Donc tous les soirs, ça commençait par Dusty Rhodes contre Arn Anderson, et ensuite les Four Horsemen arrivaient. Voilà. Cette guerre a fait beaucoup de chiffres. Il a pris beaucoup de mauvaises décisions en tant que booker, ça a été beaucoup discuté, mais il a aussi inventé beaucoup de choses. On parle souvent du Royal Rumble inventé par Pat Patterson. Voilà, le War Games inventé par Dusty Rhodes. Et puis tu écoutes aujourd'hui 90% des superstars, on dirait qu'elles ont été entraînées par Dusty. Oui, toutes celles qui sont passées par NXT. Tout le monde est passé par les mains de Dusty, toutes les grandes stars actuelles. Donc littéralement aujourd'hui c'est lui qui
qui est un peu le parrain de la nouvelle génération de superstars. Il faut dire que lui était sorti de chez Verne Gagne à l'époque, qui était l'entraîneur de nombreux superstars qu'on a connus, les Ric Flair, maintenant j'ai même plus d'autres, mais énormément d'autres superstars très célèbres dans les années 80. Et je pense que Dusty Rhodes a mis un peu en pratique ce qu'il avait appris chez Verne Gagne du côté de NXT, avec des entraînements difficiles mais complets, et qui fait que tu peux t'en sortir. Après, tu vas pas forcément devenir une star comme Ric Flair ou Dusty Rhodes, mais tu vas travailler, tu vas gagner ta vie, parce qu'après tout, c'est ça l'important quand tu apprends le catch, c'est de travailler, de faire carrière. C'est comme quand tu es footballeur, tout le monde sera pas Neymar, tout le monde sera pas Cristiano Ronaldo, mais l'important c'est de gagner sa vie et d'en faire une carrière suffisamment longue pour être tranquille derrière. Clairement. On enchaîne donc avec le second pay-per-view de la fin d'année 2015, Hell in a Cell, où là encore une fois il y a 2-3 faits marquants qui vont nous intéresser. D'abord un retour qui était quand même assez marquant. On peut ne pas être forcément fan du catcheur. Oui, ou en tout cas de l'être humain. De l'être humain. Mais donc John Cena à cette période, champion des États-Unis, bien entendu, il avait lancé les Open Challenge, qui reste un super souvenir, les Open Challenge. On avait parlé de Kevin Owens qui avait accepté un Open Challenge. Il y en a un qu'on n'a pas cité, qui arrive également en 2015, dont certains membres nous ont parlé dans les commentaires. Il s'agit de Sami Zayn. Bien sûr. Sami Zayn qui accepte l'Open Challenge quelques semaines avant Kevin Owens. Mais malheureusement, et tu t'en rappelles très bien, j'imagine, Sami Zayn qui se blesse lors de son entrée. En voulant faire ses pas lourds, là. Oui. Il fait des pas, il tape un petit peu sur le bord du ring, etc. Et Sami Zayn se blesse en arrivant vers son match face à John Cena. Après, il sort quand même un match. Il sort quand même le match. C'est là que tu vois encore une fois l'expérience de ces gars qui ont été habitués à bosser blessés parce qu'ils n'avaient pas le choix. Dans des petites salles, là, il se dit, je suis à Raw, blessé ou pas, j'y vais. Mais ouais, c'est con. Là, franchement, tu te dis... Mais le destin, parfois, est quand même un petit peu un fils de la plage. Ouais, donc pour info, c'est vrai que... Bisous nos amis de Beach. On vous embrasse. Merci les pops, ça faisait longtemps. Mais je t'en remets. Ah bah, purée, c'est incroyable. On les avait sautés, on l'avait sauté, Sami Zayn, en toute bienveillance. Comme, il y a quelques épisodes de cela où Ali finissait sur Lana. En toute bienveillance. Ça, c'est resté en bienséance, même. Mais si tu veux. c'est vrai que malheureusement, c'était très dommage parce que donc il fait ce début. On le voit quand il tape que d'un coup, il sent que son bras n'est pas bien, ou quelque chose ne va pas bien. Et derrière, malheureusement, il rate plusieurs mois d'action. Donc au final, c'est Kevin Owens qui réussira à faire ce que Sami Zayn n'a pas réussi 2-3 semaines plus tard. Pas sûr que Sami Zayn aurait pu avoir le destin de Kevin Owens. Non. Il y a quand même une différence de physique. Sami Zayn a énormément de talent, mais il est quand même, je pense, moins à l'aise au micro que Kevin Owens, même si c'est vrai que cette année, il a eu plus d'opportunités avec Cesaro et Nakamura, mais je pense que Kevin Owens est quand même plus à l'aise. Puis c'était toujours marrant de voir la course entre les deux pour des gens comme toi et moi qui les connaissions depuis avant la WWE. Sami Zayn qui s'est fait signer en premier du côté d'NXT avant Kevin Owens, ce qui ne paraissait pas forcément évident, je veux dire, à l'époque. Non, Kevin Owens avait même impensable. Parce que en plus Sami Zayn, je veux dire, a quand même pris du poids ces 5 dernières années. Il y avait une époque où au début il était très très maigre et donc c'est El Generico bien entendu qui arrive au départ, mais donc qui devient Sami Zayn. Kevin Owens qui a expliqué dans beaucoup d'interviews qu'il a pas aimé, bien entendu que son meilleur ami signe avant lui à la WWE. Derrière Kevin Owens le rejoint à NXT, Sami Zayn à ce moment-là était déjà une méga star de NXT. Il était champion, non? Où il perd le titre quand Kevin Owens arrive et lui met ce powerbomb sur le bord du ring. Je crois que c'est ça. Et derrière, par contre, au final, c'est Kevin Owens qui va exploser plus rapidement dans le roster principal. Donc toujours un petit peu cette compétition. Course-poursuite. Voilà, course-poursuite entre les deux. Mais on rappelle que les deux sont meilleurs amis. Ils sont très très proches dans la vie réelle. Donc John Cena fait son Open Challenge, Zeb Colter fait son entrée. À ce moment-là, Zeb Colter est le manager bien entendu de Jack Swagger. Mais il ne vient pas présenter. À l'époque où Jack Swagger, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Mais il ne vient pas présenter le symbole de la liberté, loin de là. Il vient présenter Alberto Del Rio qui effectue son retour 1 an après avoir été viré par la WWE. Car pour rappel, 1 an auparavant, en août 2014, il avait été viré très rapidement, mais suite à une affaire apparemment de racisme où un officiel lui aurait dit quelque chose de raciste en coulisses. Alberto Del Rio n'avait pas apprécié, il avait giflé l'officiel de la WWE, et on parle quand même de quelqu'un qui était apparemment haut placé. Donc derrière, Alberto Del Rio s'était fait virer, il a passé 1 an en dehors de la fédération, et c'est son retour. Tes souvenirs du match?
peu de souvenirs du match. Je me souviens que c'est le match d'ouverture et je peux vous faire une révélation. Petite révélation, c'est je crois que la seule fois dans mes 20 ans de carrière où je vais être mis au courant de quelque chose avant tout le monde. Je vais recevoir un petit SMS de quelqu'un que je connais dans les vestiaires de la WWE qui va me prévenir, me dire, non pas me dire de quoi ou de qui, mais qui va me dire prépare ta voix, attention, pour l'Open Challenge de Cena, tu vas pouvoir te lâcher. Prends bien des respirations. Alors, je sais plus, je crois pas. Franchement, je ne crois pas que j'ai capté de qui il s'agissait. À l'époque, on avait encore 10 minutes de retard, je pense, sur AB1 et AB3. Donc, j'ai pu quand même... Parce que, je vous le dis quand même, on regardait le début du show avec 10 minutes d'avance. Parce que on voulait savoir par quoi ça allait commencer et comment se mettre en place pour le début du show, si ça allait très vite après le clip, le match commençait ou quoi, si Philippe avait un peu plus de temps pour asseoir la soirée et présenter le lieu, la salle, tout ça. Donc on regardait 10 minutes avant le début du show, puis ensuite la régie nous coupait le feed et puis on attendait que le show ne débute sur AB1 et AB3. Mais donc on savait que ça allait commencer par ce match. Et effectivement, quand je vois la présentation de Zeb Colter, je comprends qu'il s'agit donc de Alberto del Le haut a eu du mal. Et voilà. Et encore, j'ai pas trop respiré. Et là, je vais tomber dans les pommes incessamment sous peu. Donc, c'était le 30e de la cloche. Merde. Voilà. Donc, Alberto Del Rio. Honnêtement, pas grande joie. Si ce n'est que j'adore faire cette présentation. Donc, je suis content. Mais moi, il m'a jamais vraiment impressionné. En tant que Ted DiBiase, $1 Million Man version mexicaine. Ou version mexicain, devrais-je dire. Non, c'est la version. Bon, bref. J'ai jamais trop été impressionné. Je trouvais que c'était toujours les mêmes matchs. Combien de fois il a foiré son Inzugiri dans le coin, où il passe 4 mètres au-dessus de la tête de l'adversaire. Je le dis avec d'autant plus de facilité qu'aujourd'hui on sait que ce n'est pas une très bonne personne. Si c'était un mec adorable, je serais peut-être moins vindicatif, mais voilà. C'est pas un mec adorable. C'est pas un mec super sympa. Et puis moi j'ai jamais trop été impressionné par ses qualités in-ring. Par contre, c'est quelqu'un que la WWE a souvent pushé... c'est pour ça aussi que... Très fortement. C'est ça, c'est pour ça que je trouve décevant, parce qu'il a jamais su... son association à l'époque avec Ricardo Rodriguez, j'allais dire Marcelo, mais c'est le commentateur, était extrêmement bien faite. La présentation était exceptionnelle, l'arrivée avec la bagnole... Parfait. Tout était vraiment, mais je trouvais que lui... On lui fait remporter le Royal Rumble à 40, le premier de l'histoire à 40 et tout, il avait tout, quoi. Voilà, mais je trouve que lui était pas vraiment à la hauteur des ambitions de la WWE, et je comprends parfaitement. La WWE lui a donné clé en main ses pushes parce que le mec parle bien anglais. Ouais. Il a le physique, il a la belle gueule, il est grand, il est mexicain, parce qu'il faut pas oublier qu'aux États-Unis... c'est une communauté importante, il faut savoir la brosser dans le sens du poil, il faut aller la chercher économiquement. C'est pour ça que vous avez énormément dans les séries, vous avez toujours un personnage ou plusieurs d'origine mexicaine ou d'Amérique centrale ou du Sud. C'est très... aux États-Unis ça marche comme ça, dans toutes les séries, vous le savez, il y a un Asiatique, il y a un Noir, il y a un Sud-Américain... parfois un Européen, enfin, il faut toucher toutes les communautés du pays. C'est clair. Et Alberto Del Rio avait toutes les cases qui étaient cochées pour bien représenter, comme Rey Mysterio. Mieux que Rey Mysterio, puisque Rey Mysterio, à l'époque, quand il était vraiment au sommet de sa gloire, était pas un très bon en promo. Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, c'est incroyable. Rey Mysterio, avec un masque, il fait passer plus d'émotions que certains catcheurs sans. Mais Alberto Del Rio, bon voilà, moi je l'ai trouvé toujours... pas à la hauteur des ambitions de la WWE. En tout cas, là, à nouveau, la WWE qui le push dès son retour, car il a ce match face à John Cena, et donc on a un match assez court, 8 minutes, Alberto Del Rio contre John Cena, et Alberto Del Rio qui gagne le titre des États-Unis de manière clean face à John Cena, alors que
John Cena, je veux dire, était quand même plutôt imbattable ces derniers mois, sauf bien entendu lors de sa rivalité face à Rollins. Donc Alberto Del Rio, nouveau champion US, et derrière ça a mené à une petite guéguerre entre les deux clients de Zeb Colter forcément, Jake Hager et Alberto Del Rio. On précise lors de ce show que Roman Reigns bat Bray Wyatt dans un Hell in a Cell match, car c'était, on va dire, la fin plus ou moins de la rivalité entre les deux. Seth Rollins qui conserve le titre contre Kane, c'est important de le citer, car derrière, après ce pay-per-view, forcément on va devoir parler de Seth Rollins. Et donc on passe à ce main event, Brock Lesnar contre The Undertaker, dans un Hell in a Cell match, le deuxième entre ces deux catcheurs. Que te dit ce match ? J'ai très peu de souvenirs. Je me souviens évidemment qu'il a eu lieu, ça parfaitement, mais moi je suis resté sur le premier. Dans mon esprit, quand je pense à Hell in a Cell, Brock Lesnar, Undertaker, je revois le premier avec Paul Heyman en sang, presque une boucherie dans mes souvenirs. Celui-là, je ne m'en souviens quasiment pas. Okay. Donc voilà, Brock Lesnar gagne. Je crois que c'est la fin de la rivalité cette fois entre les deux. Brock Lesnar gagne le dernier chapitre en quelque sorte. Il gagne la guerre après avoir perdu une bataille. Mais pour moi, il n'est pas resté dans les mémoires ce match. Je ne sais pas quel est votre avis. N'hésitez pas à nous le donner évidemment dans les commentaires. Quel est ton avis ? Et quel est le vôtre ? On s'en fout. Ah bah merci. En toute honnêteté, c'est un petit peu comme toi, j'avais littéralement oublié le finish, donc j'ai dû le re-regarder juste avant pour me rappeler qu'on a eu quelque chose qu'on vient de voir justement entre Braun Strowman et Bray Wyatt, c'est-à-dire qu'à la fin du show, enfin à la fin du match, Lesnar fait un trou dans le ring pour enlever les tapis de protection. Ah bah tu vois, je me souvenais pas exactement de ça, mais je me souvenais qu'il y avait un démontage. Ah bah voilà, moi j'avais oublié. Non mais... Là, tu le dis, ça me revient beaucoup plus clairement, mais j'allais l'évoquer, mais je me suis dit, c'est peut-être pas ça. Mais oui, je me souviens d'un démontage. Mais bon, après, ouais. Donc il enlève le tapis, on se retrouve, comme vous le savez... sur le bois. Sur le bois, exactement. Mais là, The Undertaker se relève, chokeslam de Brock Lesnar sur les planches en bois. Un bon petit chokeslam, quand même, hein. Franchement, bravo Brock Lesnar pour se le prendre. Un pile driver. Mais Lesnar se dégage, et derrière, Lesnar lui sort un petit low blow. Pour répondre au low blow de The Undertaker du match précédent dont on vous a parlé dans l'épisode précédent de la cloche, The Undertaker avait remporté son match grâce à un low blow. Bah là c'est pareil, Lesnar qui porte un low blow à The Undertaker, puis un F5, mais c'est le troisième F5 du match, mais cette fois-ci encore une fois sur le bois. Et derrière, la victoire de Brock Lesnar qui remporte la rivalité. Et quelques mois plus tard, ça va nous mener à ce grand Brock Lesnar qui va devenir champion pendant une très longue période. Lors de ces pay-per-view, à chaque fois, en fait, après le main event, il se passe quelque chose, donc pareil. C'est vrai. Très belle pop, je viens de le voir en plus à l'instant que j'avais déjà oublié, mais très belle pop de The Undertaker qui se relève petit à petit, le public qui lui réserve une standing ovation, et là, les lumières s'éteignent. Oui. Maintenant que tu l'évoques, je m'en souviens, c'est vrai. L'entrée de la Wyatt Family au complet, c'est-à-dire les 4 membres de la Wyatt Family qui montent sur le ring et qui détruisent The Undertaker. Est-ce que tu te rappelles même comment se termine le show ? Non. Les membres de la Wyatt Family ramènent The Undertaker... Ah oui, comme un... Enfin, on se dit peut-être que l'Undertaker va rejoindre la famille Wyatt, il le porte comme s'il était dans un cercueil en réalité, sur leurs épaules. Voilà, tous les 4 sur leurs épaules un peu en croix, un petit peu à la manière de The Ministry of Darkness aussi, il y a 15 ans auparavant, quand parfois The Undertaker faisait ses sacrifices, ou qu'il kidnappait des catcheurs. Il a eu des phases comme ça, The Undertaker, durant sa carrière. Pas que des catcheurs d'ailleurs, il avait kidnappé Stephanie McMahon. Sous les ordres de Vince McMahon, il me semble. Hein. It was me, Austin. It was me all along. C'est une de mes révélations préférées, je crois. J'avais vraiment... Oui, enfin, pas à l'époque, hein, en l'occurrence. Hein. C'est toute une histoire. On devait savoir qui était enfin le leader. Et on se dit... Enfin, ça n'avait aucun sens que ce soit finalement Monsieur McMahon qui était sous un truc qui enlève. C'est un même mime très connu. Et son sourire derrière, c'est le sourire de vilain parfait. It was me, Austin. It was me all along. Mais bon, voilà, c'est une révélation comme un petit peu pourrie qui n'avait aucun sens, mais elle est restée dans l'histoire. Donc, est-ce qu'ils avaient tort ? Je ne sais pas. Mais oui, c'est vrai, l'enlèvement en quelque sorte de l'Undertaker, où à ce moment-là, moi je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Warum nicht, comme on dit en Alsace, hein, salut Pissommer à tous les Alsaciens qui nous suivent chaque semaine, hein, heureux de vous retrouver. Warum nicht, est-ce que l'Undertaker pourrait être un fidèle de Bray Wyatt pendant quelques jours, quelques semaines Wer weiß nicht, canalisation.
WC-Net-calisation, bon voilà. Jeu de mots pourri pour les Alsaciens. Bon bref, je me disais pourquoi pas. Mais c'est vrai que cette fin était quand même assez intense. Et ça fait plaisir de se dire, c'était un peu ECW-esque. Parce que boum, la rivalité de l'Undertaker avec Brock Lesnar s'arrête. Et quelques secondes plus tard, boum, il se passe quelque chose de nouveau qui nous emmène sur une autre histoire. C'est super. Ouais. Et ça, c'est des choses qu'on apprécie quand on est fan de catch de longue date. Exact. Comme nous le sommes. Et vous l'êtes également. Donc le lendemain, on a le droit à une petite promo de Bray Wyatt qui nous explique qu'en fait, il veut l'âme de The Undertaker pour essayer d'avoir. Oui, parce qu'il ne veut pas l'âme tout court, ni Philippe Lame. Hein, non. Donc il veut essayer, en fait, oui, d'obtenir les pouvoirs de The Undertaker. Derrière, ça va mener à nouveau, en fait, à un retour de Kane, mais en face cette fois-ci. Et donc, lors des prochains mois, on va avoir le retour des Brothers of Destruction qui vont affronter la Wyatt Family. Donc sachez que ça se lance fin 2015. Mais d'abord, on a un événement très triste qui a lieu donc le 4 novembre. Le 4 novembre, entre Hell in a Cell et les Survivor Series, nous avons une tournée de la WWE en Europe. Donc là, ils sont au Royaume-Uni, en Irlande, à Dublin. Et lors du main event entre Seth Rollins et Kane, Seth Rollins est dans le coin, sur la troisième corde, et il veut porter un Sunset Flip Powerbomb à Kane. Donc quand vous passez par-dessus votre adversaire pour porter un powerbomb. Quelque chose est tombé. Alors, il faut pas grand-chose pour nous faire rire, mais bon, en plein, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. C'est peut-être une des pops s'est suicidée. Je sais pas. Donc, Seth Rollins, en plus c'est pas drôle parce que Seth non, Rollins... mais bon, il va mieux, il va être bien papa, sûr. Et ça va, il s'est repris. Seth Rollins fait ce powerbomb. La vidéo est disponible sur YouTube. Vous tapez Seth Rollins Injury 2015 et vous voyez donc Seth Rollins qui, pour info, il se pète pas un peu le genou. Hein, parce qu'on a donc ligament intérieur et extérieur, je crois, un truc dans le genre. Plus, faut demander à Marc Chavet, plus des ligaments du ménisque. Je crois qu'il y a 3 types de ligaments au niveau du genou. En tout cas, c'est ce qu'il y avait marqué sur Wikipédia. Et il faut savoir que Seth Rollins s'est pété les 3. Il s'est tout pété au niveau du genou. Donc bien entendu, le match a dû être arrêté à ce moment-là. Et lors de cette tournée européenne, Seth Rollins rend le titre WWE vacant. Donc ce qui se passe, c'est que lors du prochain pay-per-view, lors de Survivor Series... Il va y avoir un tournoi. Exactement. Il va y avoir le tournoi. Il va y avoir... Alors, par contre, juste, j'ai cité tout à l'heure la ECW, alors je suis obligé. One stand, hein, parce qu'il nous regarde, sinon il met un dislike. Et puis, je sais que vous appréciez tellement Uva, One stand, que voilà, le quota est passé. Qui était à nouveau présent lors de mon live il y a quelques jours sur Catch Club Twitch. Ouais, et on a eu un très bon débat sur les superstars WWE. Super. Avec Uva qui m'a posé une question dont on avait déjà un peu parlé, je crois, dans la cloche. Ah oui, donc il regarde pas les épisodes. Il cherche, il fait une recherche audio. Peut-être c'était dans la clochette, mais où on avait parlé du fait parce qu'avec lui, c'est plutôt le clochard, quoi. Est-ce que la WWE peut encore créer des superstars à la Steve Austin, The Rock, etc. Mais bien sûr. Et donc, pour répondre très rapidement, moi, ce que j'avais dit dans mon live, c'est que oui, bien sûr, elle le peut. Elle a jamais eu une puissance de frappe aussi forte. La WWE, elle met quelqu'un sur tous ses programmes, en un mois ou deux, c'est une superstar mondiale. Par contre, est-ce qu'elle le veut, pour moi, la question. Et c'est plus là où je doute. J'ai l'impression qu'elle a peut-être plus envie d'avoir des superstars qui sont plus grosses que la fédération, comme des Austin ou The Rock à l'époque, et qui au final peuvent partir du jour au lendemain. Possible. Donc, mais voilà, c'était juste pour prévenir. C'était la petite question d'Uva lors du dernier live. Donc on passe à ce tournoi lors du prochain pay-per-view Survivor Series. Donc lors de Survivor Series, nous avons Reigns contre Del Rio et Ambrose contre, je viens de le dire, c'est contre qui ? Kevin Owens. Contre Kevin Owens en demi-finale. Et derrière une finale, Roman Reigns contre Dean Ambrose, forcément. Je veux dire, c'est beau, c'est le Shield, justement pour remplacer un membre blessé du Shield. Donc ça va être la fin du pay-per-view. Est-ce que tu as quelque chose d'autre qui te marque vraiment durant ce show, sinon ce sont les 25 ans de l'Undertaker, l'anniversaire du quart de siècle de carrière du Deadman, qui avait débuté évidemment au Survivor Series 1990, aux côtés du Million Dollar Man Ted DiBiase, qui a été pas tout à fait son premier manager, puisque je crois que... Si, c'est lui qui... Bon, il y avait Brother Love. Il y avait une période où Brother Love l'avait eu. Brother Love l'avait en quelque sorte offert à Paul Bearer, mais bon voilà, oui, les 25 ans de carrière de l'Undertaker, ce qui était quand même assez gigantesque, qui rend ces Survivor Series légendaires. Et puis, bien sûr, pour ceux qui suivent, Ishtu, qui était venu commenter avec moi pour la première fois, parce qu'à l'époque, Monsieur Chéreau était aux États-Unis pour la grande finale de NASCAR, et malheureusement, Marc Chavet n'était pas disponible, et ça s'était fait... à quelques jours du show,
Il y avait eu, je crois, un problème de communication entre la chaîne et Monsieur Chavet. Et Marc était pas dispo, donc il a fallu trouver quelqu'un rapidement. Si je le dis comme ça, j'explique, c'est que, encore une fois, Ishtou ne s'est pas retrouvé là, boum, tiens, vas-y, Shiro est pas là, on va prendre Ishtou. Non, on a quand même Marc Chavet, aujourd'hui Nadir, qui sont les remplaçants, entre guillemets, officiels. Mais comme on n'avait pas d'autre choix et qu'il restait peu de jours, je me suis dit, bon, bah, l'occasion fait le larron. Tentons Ishtou, qui d'ailleurs, en plus, à l'époque, était en cours à Paris dans une école qui s'appelle le Studio École de France, je crois, le Studec, d'où est sorti Patangeli, le collègue de Philippe Chiraud lui-même, beaucoup d'animateurs radio que vous connaissez, Miguel de Rennes, je crois, qui est actuellement sur France Info, mais d'autres animateurs nostalgie, bon, évidemment des animateurs un peu plus âgés que moi je connais, peut-être des plus jeunes, mais je les connais pas forcément. Mais mon cousin, Charlie Weber, RFM également, est sorti de cette école, et Ishtou, à l'époque, était dans cette école, donc il apprenait le métier. Donc c'était une occasion, comme dit, on avait l'occasion de le faire, on l'a fait. Donc on a réalisé notre rêve de gamin de commenter avec Ishtou ces Survivor Series. En plus, voilà, ça fait partie des souvenirs qu'on a en commun. On l'a pas vu ensemble, mais le Survivor Series 91, qui est le premier que Canal+ a diffusé avant que les pay-per-view deviennent une vraie habitude, c'est-à-dire qu'à partir de Survivor Series 91, on a eu le Royal Rumble 92, on a eu le SummerSlam 92, et puis ça s'est enchaîné jusqu'à ce que Canal arrête, puisque après ils sont allés à la WCW, mais ils ont aussi gardé les pay-per-view. Donc, enfin voilà, on avait vu le Royal Rumble 92 ensemble, c'est vraiment le premier pay-per-view qu'on a regardé ensemble à la télé sur Canal+, et là on se retrouve sur Survivor Series 2015 à le commenter avec les 25 ans de l'Undertaker. Et comme je crois que je l'expliquais dans un épisode précédent de La Cloche, moi j'étais extrêmement nerveux d'avoir cette responsabilité d'être en quelque sorte l'adulte du duo. Alors, évidemment, Ishtou et moi on a le même âge, bon, il est un tout petit peu plus jeune de quelques mois, mais avec Philippe Chiraud, c'est lui l'homme le plus expérimenté du duo. Donc je respire. Je sais que Chiraud, il va faire son truc. Quand je suis avec quelqu'un de plus jeune professionnellement, bah il y a plus de stress évidemment, un stress que je n'avais pas forcément de l'époque d'NT1, quand il y avait Sylvain Guernalec ou Yann Colby qui a également fait des trucs là, je sais pas, j'y pensais pas. J'étais peut-être plus immature, voilà, je réfléchissais pas. C'était pas en direct? Aussi, c'est vrai. Là, c'était du direct, effectivement. Donc, oui, tu as raison. Belle, pour une fois qu'il sert à quelque chose. Bravo, Ali! J'écoutais même pas. Ah oui, c'est vrai, ça fait une demi-heure qu'il me regarde, je le sais, il a faim. Il me dit quand est-ce que tu termines, j'ai la dalle. Si, c'est vrai. Bon, bref. Donc voilà, j'avais ce stress, à tel point, je l'ai déjà dit, mais que j'oublie carrément son nom. J'oublie qu'il s'appelle Alain. Pendant le show, alors que je le connais depuis la maternelle. On est en 2015, on a tous les deux 35 ans, ou presque, enfin bientôt 35 ans pour lui, déjà 35 ans pour moi. Donc je le connais depuis 31 ans, et j'oublie quel est son prénom. Donc, mais enfin, moi, ça reste un souvenir, un bon souvenir. C'est vrai que si on me dit Survivor Series 2015, je pense pas forcément, tiens, c'est le show que j'ai commenté avec lui. Mais le fait d'avoir eu la chance et l'honneur de pouvoir m'asseoir à côté de lui et commenter un show de la WWE ensemble, ça reste plusieurs d'ailleurs ensemble, ça reste quelque chose de, oui, d'ineffaçable dans ma mémoire et dans mon cœur. J'imagine. Et Ishtou n'est pas Uva. On understand. Ce sont deux personnes différentes. Tu nous avais dit que par la suite vous pouviez potentiellement commenter les Survivor Series, mais vous n'y alliez pas. Parce que Philippe Chiraud doit commenter en même temps le grand show annuel de NASCAR. C'est la finale annuelle. La finale du Est-ce que c'était déjà le cas pour cette édition? Oui, c'est pour ça qu'il est pas là, parce qu'il est aux États-Unis avec Patangeli pour commenter la finale sur place. Sinon, vous auriez sinon vous auriez pu commenter le Survivor Series. Sinon, tu veux dire sur place? Oui. Sur place. Si ça avait pas été la finale NASCAR, je pense, oui. Après déjà. SummerSlam ayant été un bon succès, je pense que la WWE aurait été ravie, et le groupe AB, aujourd'hui Media One, également, de nous envoyer aux États-Unis. Mais là, il a fallu faire un choix entre Survivor Series et la finale NASCAR. La finale NASCAR, c'est un peu le WrestleMania de la NASCAR. Donc, Philippe Chiraud est parti avec Patangeli aux États-Unis commenter la finale du championnat NASCAR. D'accord. Donc, un petit fait marquant qu'on peut citer par rapport à ce show, c'est Tyler Breeze, qui effectue son premier match dans le roster principal en pay-per-view et qui a fait ses débuts quelques semaines auparavant. Donc voilà, juste parce que c'est un catcheur qu'on avait déjà cité plusieurs fois dans la cloche et qu'on aime bien. En général, Tyler Breeze, un bon employé de la WWE. La rivalité entre Charlotte et Paige qui est lancée, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce tournoi.
Donc d'abord, on a Roman Reigns, comme on a dit, qui bat Alberto Del Rio, Dean Ambrose qui bat Kevin Owens, et derrière, lors de la finale, Roman Reigns qui devient le nouveau champion WWE, mais encore une fois, 3e pay-per-view d'affilée, où le pay-per-view ne s'arrête pas sur le main event. On a quelque chose qui se passe derrière. Le cash-in que tout le monde a oublié, le cash-in de Sheamus. Je voulais quand même préciser que j'avais été un peu déçu, à la fois par ce tournoi et à la fois par cette finale. Je sais pas, je trouve qu'il manquait quelque chose, je sais pas si c'est votre avis ou le tien. Est-ce que tu as gardé ça comme un truc historique? Parce que souviens-toi, moi j'en ai connu quelques-uns des tournois, le premier que j'ai vraiment connu, le titre intercontinental après que le Warrior ait dû l'abandonner, la finale Mr. Perfect contre Tito Santana. C'est pas en pay-per-view, c'est à WWE Superstar, ben je m'en souviens encore aujourd'hui, bon, c'est la première fois. Mais personne n'a oublié The Rock contre Mankind, pour le titre mondial du rock, où il rejoint la corporation de Mr. McMahon, où il devient The Corporate Champ. Et là, je trouve que, alors que c'était Reigns Ambrose en plus, donc le choc entre les deux anciens du Shield, qui ne se détestaient pas vraiment en plus, je trouve que ce tournoi n'est pas resté dans les mémoires. Alors, est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai tort? Monsieur Ali, avant que vous ne répondiez dans les commentaires. Bah honnêtement, moi je suis totalement d'accord. En relisant les résultats des pay-per-view de la fin de l'année 2015, c'est même ce que je me suis dit un petit peu. On a pas mal de gros éléments qui sont en place tout de même. Je veux dire des Dean Ambrose, des Roman Reigns, etc. Mais clairement, la fin de l'année 2015 n'est pas la plus intéressante. Ce qui fait même, et c'est rare, hein, parce que on utilise pas mal Wikipédia pour les résultats. Pour le prochain pay-per-view, il y a toute une partie Wikipédia qui n'est pas sur les autres pay-per-view, critique, où apparemment vraiment la fin de l'année 2015 a été énormément critiquée par les médias US, les médias spécialistes catch, parce que la WWE proposait des shows qui étaient beaucoup moins intéressants. Et moi, ce que je me rappelle, c'est que début 2016, avec ce qui va se passer lors du Royal Rumble, etc., c'était vraiment la période où moi j'aimais, moins. J'étais moins intéressé par le produit. Et oui, je n'avais pas aimé les choix à cette période de la WWE. C'est un petit peu dommage, surtout qu'à ce moment-là, c'était aussi une période où les gens étaient quand même plutôt contents que Roman Reigns remporte le titre. Mais derrière, Sheamus qui encaisse sa mallette Money in the Bank, qui vole ce règne de Roman Reigns qui va durer au final 5 minutes environ. Puis la finale, 9 minutes. Alors, je comprends évidemment qu'ils ont eu un match chacun avant, mais c'est pour le titre mondial, et puis je sais pas, je trouvais que ce Reigns-Ambrose, sur le papier, ça a de la gueule, c'est censé être le match que tout le monde attendait. Enfin, c'était un peu... Alors, je l'ai recommenté récemment, le Triple H Batista, par exemple, auquel je pensais, parce que là, on a affaire à deux mecs qui étaient dans le même gang et tout ça. Et dans mon souvenir, c'était un match et une rivalité qui était restée dans les esprits et qui avait plutôt été bonne. Mais c'est vrai qu'en revoyant le Triple H Batista, c'est vrai que le match est pas incroyable. Et Batista se fait plutôt mener pendant tout le match par Triple H. Il gagne à la fin, mais enfin, ça fait pas de Batista le monstre invincible que j'avais gardé dans ma tête. Mais voilà, moi je m'attendais peut-être à une ambiance un peu folle comme ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus historique. Non, là, ce qui se passe, c'est que donc après la victoire de Roman Reigns contre Dean Ambrose, Triple H vient le féliciter dans le ring. Mais Roman Reigns lui porte un spear. Roman Reigns à ce moment-là, ils s'entendent pas à ce moment-là. Roman Reigns et Triple H, faut savoir qu'ils sont en rivalité depuis quelques semaines avant ce pay-per-view, car à la base, Triple H avait proposé à Roman Reigns de passer directement en finale s'il rejoint The Authority. Et bien entendu, Roman Reigns a refusé. Donc c'est à partir de ce moment-là que la rivalité entre Roman Reigns et Triple H se met en place. C'est là où il aurait dû dire oui. Il aurait dû rejoindre l'autorité, et Rollins, il voit tout ça de loin. Ils auraient pu filmer des trucs sans même que Rollins s'exprime, mais des vidéos de Rollins en train de faire sa rééducation sous une vidéo de Reigns qui est là avec l'autorité super bien et tout, et le Rollins revient et il est face ultime pour démolir la gueule à Reigns qui est le champion de l'autorité depuis trop longtemps. Honnêtement, en tout cas, j'aurais préféré voir ça que la rivalité qui va avoir lieu du coup à la place entre Reigns et Triple H. Donc là, en fait, les graines sont semées petit à petit, et tout va s'accélérer lors du prochain pay-per-view TLC. Get the TLC, Dynamite, TLC. Avant TLC, bien entendu, du coup, Sheamus... Moi, je fais des petits jingles pendant que Ali cherche. Avant TLC, du coup, oui, Sheamus qui est champion, Sheamus, qu'est-ce qu'il fait? Il se crée un petit clan.
Et j'ai envie de dire, encore une fois, tu parlais de choses pas très marquantes, on va parler d'un des clans qui malheureusement... Bah si, hein, je pense, malheureusement, j'allais dire, malheureusement, il a marqué. Hein. Il a marqué, mais il aurait pu encore plus marquer vu les 4 noms qui sont dedans, quoi. C'est vrai. C'est, donc pour info, Sheamus... Viens dans la Ligue des Nations. C'était un peu brouillon. League of Nations, Sheamus, Rusev, Barrett. Elle nous fera chier jusqu'en 2020, la Ligue des Nations, puisque elle nous fait sauter des soirées catch sur la chaîne d'équipe. Hein, j'ai vu les gens qui se plaignent ces derniers temps. League of Nations. Bah, certains se demandent c'est fini. Non, mais le problème c'est qu'évidemment, on en a déjà parlé, vous vous doutez bien que des matchs de foot internationaux sont un petit peu plus fédérateurs qu'une soirée WWE pour la chaîne équipe, et que il y a beaucoup plus de gens, ça m'attriste, et vous aussi, mais il y a plus de gens qui regardent même un Portugal-Suisse, je dis ça un petit peu avec dédain, mais pourtant j'ai beaucoup de respect pour le Portugal. Portugal, allez. Non, j'ai soutenu le Portugal en 2004, ils ont perdu contre la Grèce. Bon bref, il y a plus de gens qui regardent le foot que le catch, donc si l'équipe peut diffuser du catch, ils diffuseront du foot, ils diffuseront du foot. Donc voilà, la Ligue des Nations nous a un petit peu privé d'une soirée catch, mais rassurez-vous, le catch continue sur la chaîne L'équipe. N'hésitez pas à enregistrer si vous n'êtes pas devant votre poste, mais c'est tous les samedis, tout de même. Est-ce que là, pendant les matchs de foot, il y a quand même le samedi, mais plus tard ou pas du tout? Ça dépend des matchs de foot. La dernière fois, non, parce que ils ont fait les matchs de foot et ensuite ils ont fait l'équipe du soir, spécial week-end, spécial foot. Mais là, par exemple, samedi dernier, à partir de 22h30, il y a eu Raw, NXT, SmackDown, puis Raw, NXT, SmackDown. 2 semaines de Raw, NXT, SmackDown de suite. C'est vrai que ça fait tard ensuite pour le dernier SmackDown, genre il était à 3h du mat. Là, je comprends, c'est chiant. Mais n'hésitez pas à utiliser vos box. Il y a forcément, pour la plupart, des enregistrements. Donc enregistrez, au pire effacez après si vos parents sont pas contents. Enfin voilà. Yes. Oui, parce que beaucoup de personnes me posaient des questions dans les commentaires. Mais ça continue, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Et je sais que la direction de la chaîne veut trouver une solution plus pérenne afin d'avoir un rendez-vous hebdomadaire fixe. Donc on croise les doigts pour qu'ils puissent trouver une solution. Peut-être que ça ne sera plus forcément le samedi, mais ça sera à des horaires fixes et plus sympa pour les fans s'ils y arrivent à trouver une solution. On passe donc au dernier pay-per-view de l'année 2015, WWE TLC. On peut noter lors de ce match un changement de titre, Kevin Owens qui perd le titre intercontinental face à Dean Ambrose. Dean Ambrose qui sera le dernier membre du Shield au final à devenir champion du monde au sein de la WWE. On peut également citer la Wyatt Family qui est un match assez intéressant, car après leur rivalité contre les Brothers of Destruction, la Wyatt Family rentre en rivalité avec la Team 3D, enfin les Dudley Boys. Du coup, les Dudley Boys recrutent un petit peu lors des prochaines semaines. On a une semaine où Tommy Dreamer effectue son retour, et derrière, on a Rhino qui effectue son retour. Donc là, on a ce 4 contre 4, Wyatt Family contre les anciens de la ECW, les Dudleys, Rhino et Tommy Dreamer. Mais bien entendu, c'est la Wyatt Family qui remporte le match. Heureusement. Oui, j'allais dire, il faut quand même au moins... Oui, on est en 2015 quand même aussi, je veux dire... Avec tout le respect que je dois aux 4 de la ECW, on est en 2015. La ECW s'est arrêtée en 2001. Voilà, ça fait 14 ans. Et déjà, en 2001, Tommy Dreamer était quand même un peu sur la fin. Et il catch encore en 2020. Ah donc, oui, totalement. Voilà. Donc, on peut également noter Charlotte qui enchaîne les victoires face à Paige lors des derniers mois. Donc, Charlotte qui est lancée. Elle avait aussi battu Nikki dans une revanche plus récemment. Mais voilà... Oui, Charlotte est lancée. Charlotte est lancée totalement en tant que championne, mais nous, ce qui va nous intéresser pour finir cette cloche, c'est la fin de WWE TLC. Car Sheamus remporte son match face à Roman Reigns, bien entendu, suite à des interventions des membres de la League of Nations. Mais du coup, après le match, Roman Reigns pète un câble. Il pète un câble. Saligo. Donc il démolit les membres de la League of Nations dans le ring, ce qui fait que les officiels et Triple H et Stephanie McMahon viennent jusqu'au ring pour calmer Roman Reigns, parce que vraiment c'est la première fois qu'on voit Roman Reigns autant ne pas respecter les règles, on va dire, enfin en tant que face, parce que bien entendu quand il était dans le Shield il faisait ce qu'il voulait, comme maintenant à nouveau. Et du coup Triple H essaye de monter dans le ring pour calmer Roman Reigns. Roman Reigns se calme un instant, mais au final il se retourne vers Triple H et là c'est parti. Superman Punch, Roman Reigns va chercher une chaise. Il enchaîne les coups de chaise sur Triple H, puis il le passe à travers une table des commentateurs à l'extérieur du ring. Les médecins viennent aider Triple H à se relever pendant que Roman Reigns part. Et là, il nous fait la fameuse « je me retourne ». Il revient et il porte un spear à Triple H qui était porté par les médecins, etc. C'était comme il le fera sur Rusev
quelques temps plus tard. Une destruction. Donc, comme vous le savez, ça va nous mener à la rivalité entre Roman Reigns et Triple H, qui va être un petit peu l'histoire du début de l'année 2016. Ah bah, jusqu'à WrestleMania. Jusqu'à WrestleMania. Qui va nous mener jusqu'à WrestleMania avec effectivement le Royal Rumble, la prochaine étape où Reigns aura récupéré son titre. Puisqu'il défend. Mais il me regarde. Non, je me suis arrêté là. Oui, tout d'un coup, boum, il a faim, l'enfant. Donc, on va se retrouver lors du prochain épisode pour le Royal Rumble 2016. Maintenant, vous savez plus ou moins en fait que vous allez aller aux 4 grands pay-per-view annuels. Donc, tu savais que t'allais aller au Royal Rumble. On sait, mais après, vous me connaissez maintenant. Au bout de 30 épisodes, vous vous doutez bien que moi, tant que je suis pas dans l'avion, voire même à la table de commentateur, j'y crois pas. Donc, je m'en doute, j'espère, mais tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. La vie me prouvera que oui, puisque quelques années plus tard, on quitte WrestleMania en se disant ah bah les gars, on se revoit à SummerSlam, et puis en juin on nous annonce que c'est fini quoi. Donc tout peut arriver. Juste pour le savoir, donc on a déjà un teasing par rapport à la semaine prochaine. Une photo inédite, jamais diffusée nulle part. Top Game WWE. Est-ce qu'il y aura d'autres choses particulières déjà dans tes souvenirs par rapport au Royal Rumble 2016, le week-end en général? Oui et non. Après, je crois que j'ai quand même quelques notes, donc je vais pouvoir m'y replonger. Je sais que dans quelques pay-per-view, j'aurai des notes beaucoup plus précises que j'aurais prises au fil des voyages, donc vraiment tous les détails. Mais les premières traces du fameux livre qui sortira un jour, l'autobiographie. Non, malheureusement. Bon, j'aimerais bien, mais bon. Non, mais après, ça reste un Royal Rumble qui est quand même vraiment classe. Il se passe énormément de choses. Le résultat n'a évidemment pas plu à tout le monde. La manière dont ça se passe n'a pas forcément plu à tout le monde, mais ça reste un des Royal Rumble les plus mémorables de ces dernières années, avec des débuts, avec des retournements de situation. Donc vraiment, je vous invite à nous rejoindre dès la semaine prochaine pour, comme beaucoup le font déjà, débuter le week-end en notre compagnie. Je sais que beaucoup, dès le vendredi soir, boum, c'est la notification que j'attendais. Sachez que ces petits messages, on les attend aussi, en quelque sorte, à notre ego. Et le nôtre, oui, le vôtre aussi, l'attendent. Les pops sont en train de devenir des stars, comme je dis à notre ami Ali. Quand il aura son fond vert, on sera obligé de faire un fond vert avec des pops. Donc le fond vert n'aura quasiment aucune utilité. Ce sera une grande pop. Voilà. Le grand pop, pour les fans comme nice. des Chevaliers du Zodiac. Nice. Ou de culture grecque en général. Bref. Non, vraiment, ça va être très sympa. Le prochain épisode, l'épisode 31 déjà. Et le live, mon cher Ali, ça va, visiblement les gens ont un peu oublié, donc je leur rappelle bêtement. Mais vous inquiétez pas, nous on n'a pas oublié. On est en train de chercher le meilleur endroit. On voulait faire un petit truc exceptionnel, mais pour être sûr, il faut une bonne connexion. Enfin, vous savez comment ça se passe. On est en Alsace, la province. Enfin, voilà, il n'y a pas de thunes, il y a des saucisses partout, c'est compliqué. Et je dois préciser que j'ai eu un peu peur, parce que là, on s'est pas vu depuis 2 semaines, du coup, vu qu'on avait, vous l'avez dit, on avait préenregistré les 2 derniers épisodes en une fois. Pendant ces 2 semaines d'absence, il y a eu cette interdiction qui est sortie d'un coup, un moment, pour les employés de la WWE. Ah. Et c'est vrai que des gens se sont demandé, mais attends... Ah bon, des gens, parce que personne m'a rien demandé à moi. Ah si, moi, on m'a demandé, attends, mais la cloche, il y a pas de souci et tout, et c'est vrai que du coup, il y a un soir où j'ai pas dormi, je me suis... En l'occurrence, moi, on m'a absolument rien dit, je vais être très honnête. Si, évidemment, on m'écrit en me disant tu arrêtes, je serai obligé d'arrêter. Mais je pense pas, parce que, d'après ce que j'ai compris, il s'agit des superstars qui utilisent leur statut de superstar pour obtenir des contrats avec des marques. Et là, en l'occurrence, c'est pas du tout ce qu'on fait. Là, en l'occurrence, c'est Christophe Ajus, l'être humain, qui... merci de me balancer aux Américains. Ah, c'est... Oh, really, it's Christophe Ajus, on l'avait pas compris, shit. Non, Jean Broussard. Jean Froussard, français. Donc, non, mais voilà, a priori, non. Mais si d'aventure je dois le faire, je vous en tiendrai informé, et puis on fera évidemment un dernier épisode adieu, mais adieu dans le sens au revoir, pas... mais donc, non, tout va bien. Depuis, on a été assuré, ou on a appris apparemment, d'après les médias américains, que les officiels de la WWE ont précisé aux superstars qu'elles ont le droit de garder au final leur chaîne YouTube et Twitch, tant qu'elles le mettent à leur vrai nom. Elles n'ont pas le droit d'utiliser mon nom. Donc, après, cela dit, j'ai pas de faux nom, à part selon IMDb, je crois.
site de cinéma, puisque j'ai joué dans quelques films. J'ai une truc Christophe Ajus, et il me donne le nom du mec qui jouait dans La Petite Maison dans la Prairie, son vrai nom. Le nom de cet acteur-là, comme pseudo. Visiblement, j'ai dû faire... j'ai jamais fait ça. Non, pas du tout, mais eux, ils partent du principe que un jour, j'ai utilisé ce pseudo-là, mais non. Okay. Enfin bref, donc normalement tout va bien, ça continue, n'ayez crainte, ou pour ceux qui s'en foutent, continuez à vous en ficher, tant mieux. N'hésitez pas, comme dit, le dit si bien Ali d'habitude, à partager, à liker. On likera nous tous les partages évidemment sur Twitter, Facebook, également Instagram. J'ai vu qu'on baisse un petit peu en vue, donc je deviens chiant. Eh bien, j'en suis navré. Et si vous ne revenez pas la semaine prochaine, je vous souhaite quand même une belle continuation de vie. Et je ne vous en veux pas. Parce qu'à votre place, je ferai pareil. Comme Christophe l'a dit, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et la cloche sera surtout importante quand on va lancer le live, car si vous n'avez pas appuyé sur la cloche, vous ne saurez pas quand le live va démarrer. Et on vous attend bien entendu très nombreux lors du live. Très nombreux, en Belgique encore une fois, on vous salue. N'hésitez pas à préparer des questions, mais n'hésitez pas surtout à faire vos devoirs avant et à regarder la clochette, comme ça on va éviter de se répéter. Ah ouais, là, il n'y a aucune chance. Vu qu'on a répondu à 1300 questions lors de la clochette, je pense. Plus les questions auxquelles mais vivement ce live, à bientôt tout le monde, et comme le dit toujours Christophe... à la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'était pas moi, c'était Édouard Carpentier qui le disait. En faisant comme ça. Ciao tout le monde. Bisous.